Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous et merci pour l'attention. En fait de société, au cœur de votre numéro 100% Bénin du jour, mort par suicide, hier, légion, dans bien des contrées et hameaux du Bénin, le phénomène a progressivement, mesdames, messieurs, gagné du terrain. Les grandes villes du pays, y compris celles à statut particulier, désormais avec leur lot de cas de suicide. Fait surprenant. Même des éducateurs y ont de plus en plus recours. Le dernier cas de suicide d'enseignants en date est celui survenu le 7 août dernier par pendaison à Didja, dans le département du Sou. Récurrent cas de suicide au Bénin. Un phénomène inquiétant. Il s'agit, mesdames, messieurs, du thème en débat. Oui, bien évidemment, sur ce plateau, il ne manquera pas de socio-anthropologues pour en débattre. Il est avec nous, monsieur Georges Anagono, que nous saluons au passage. Monsieur Georges Anagono, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour au plateau et bonjour aux auditeurs de Sika TV. Toutes nos reconnaissances de la disponibilité, mesdames, messieurs, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas gagné d'avance ces temps-ci. Beaucoup d'appelés, mais peu qui répondent à l'appel. Comprenez nos gratitudes réitérées à l'endroit de tous ceux-là qui se rendent disponibles. Et à ceux qui se demandent que faire pour être des nôtres, il n'y a rien à faire que de se rendre disponible. En face de vous, monsieur Anagono, le responsable aux relations extérieures du Parti communiste du Bénin, une formation qui aura beaucoup apporté à la nation béninoise, qu'il a vu grandir et témoin de sa situation actuelle. Oui, monsieur Gilbert Kouassi a accepté d'être des nôtres. Monsieur Gilbert Kouassi, bonjour à vous. Monsieur Joël, je te dis, je vous remercie. C'est nous qui sommes honorés par votre disponibilité. Oui, une autre voix qui a suivi de bout en bout l'histoire du Bénin, ses premiers pas depuis la période révolutionnaire jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Oui, le porte-parole du Front souverain qui croit que le développement, c'est bien possible, mais il faut aller aux fondamentaux. Monsieur Diomaye Akodo est avec nous ce matin. Monsieur Diomaye Akodo, bonjour à vous. Bonjour Joël Yatondi et bonjour à tous les compatriotes sur le plateau. Et vous répondre à leur façon. Merci aussi à vous pour votre disponibilité. Oui, que de semaines sans qu'on ne nous annonce quelque part, pour bien entendu les informations que nous avons pu glaner, qu'il y a un cas de suicide ici. Ceux qui partent dans l'anonymat, on ne saura les compter. Monsieur Georges Anagono, le sujet, est-ce que le socio-anthropologue en a entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, mais je voudrais d'abord juste faire une petite parenthèse, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. On ne devrait pas avoir ce genre de phénomène, c'est-à-dire beaucoup d'appelés, peu de lui, parce que, parce que je considère que si les gens sont convaincus de quelque chose, ils doivent pouvoir être à l'aise de venir devant vous et d'en parler. Ne pas le faire et que vous appelez les gens qui se cachent, c'est qu'ils ne sont pas convaincus de leur situation. Je ne dis pas tel ou tel, mais je dis il faut que les gens apprennent à être convaincus de ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Ça leur permettra de venir devant vous et d'en parler. C'est mon cas en tout cas. Ce que je vous dis, ce que je vous apprends souvent, c'est que je suis convaincu. Pour venir au suicide, ouais, c'est un phénomène essentiellement social et sociologique. Et d'ailleurs, les penseurs, pour quelqu'un comme Durkheim qui voulait faire de la sociologie empirique, il en a fait un sujet dont il a été débattu. Le suicide, pour le dire, on peut dire c'est la cause d'un décès volontaire et provoqué. C'est-à-dire que l'homme, délibérément, devant des situations données, peut choisir de mourir, de se donner la mort en quelque sorte.
Et d'autres s'appellent ça, c'est de la lâcheté en quelque sorte parfois. C'est-à-dire, la situation, elle est difficile et je ne trouvais que pour solution d'arrêter ma vie. Et dans d'autres sociétés, comme la société asiatique, dans certaines sociétés, le suicide est interdit. Le suicide est interdit parce qu'on considère que c'est l'atteinte à la vie d'un homme. Même si c'est votre vie, c'est l'atteinte à la vie d'un homme. Mais des études ont montré que c'est l'évolution de la société et qui a conduit à l'évolution de ce système, de ce phénomène aussi. Mais moi, j'ai lu des documents où on dit que ça ne représente qu'à peu près 10% de la mortalité mondiale. Donc, c'est pas que ces choses-là, mais c'est quand même considérable, 10% déjà que les gens puissent se tuer. Et c'est des trucs, c'est un phénomène que nous vivons surtout dans les pays développés. Dans les pays développés et des pays industrialisés. Et on peut aussi dire que souvent, dans ces pays-là, c'est remarqué au niveau des cadres. Au niveau des cadres, peut-être quelqu'un peut trouver qu'il a de surplus de travail, qu'on lui met trop de la pression. Vous allez voir les gens de la RATP et enfin des gens d'autres structures, estimant qu'on leur a mis trop de pression et à cause de ça, ils se donnent la mort. C'est seulement facile. Or, dans nos sociétés africaines, nous sommes des hommes endurants, des hommes qui savent affronter les difficultés et qui se projettent dans l'avenir. Et ça fait que le phénomène, on pouvait se dire, si vous êtes préparé dans une société pareille, il ne vous est pas permis de vous donner la mort facilement comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ce que il faudrait, on doit savoir et faire la différence, c'est que c'est des statistiques dont on doit tenir pour pour pouvoir parler d'un sujet pareil. Pour que je puisse vous dire, en 2018, il y en a eu moins de morts qu'en 2019. En 2019, moins qu'en 2000. N'empêche que des structures arrivent à faire des études, à faire des observations pour apporter des précisions, enfin, pour essayer d'apporter une solution. Le cas du Bénin, parce que aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du suicide. Et on a envie de faire l'extrapolation, de lier ça à un tel phénomène. C'est des cas uniques, des cas des individus qui se livrent au suicide. Et pour étudier cela, le sociologue s'en va étudier quelles sont les conditions de vie, l'espace social dans lequel se trouve cet individu pour essayer de donner, parce que celui qui s'est suicidé n'est plus là. Et l'acte n'est même pas un acte facile à se donner. Moi, je me rappelle, quand vous m'avez appelé pour ce sujet, ça m'a amené tout de suite l'image d'un oncle à moi, il y a très longtemps, qui, devant des phénomènes de la vie, il allait se donner des racitides. Parce qu'au village, on ne trouve pas grand-chose, des racitides. Et pour partir, il s'est dit que maintenant, je peux mourir. Et il vient devant, ses enfants sont dehors, et il dit, bon, au revoir, ça fait ça. Et donc, il est rentré, et ses enfants se disent, mais qu'est-ce que papa avait dit et tout. Et là, il était déjà dans le danger, on a essayé de le sauver. C'est pour dire, le phénomène n'est pas facile de se livrer à ça. Surtout dans nos sociétés où le contrôle social est très présent. Et donc, un individu n'est pas laissé pour lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution des sociétés africaines, l'évolution de la société béninoise laisse l'individu de plus en plus seul, laisse l'individu de plus en plus sans ses appuis sociaux? Eh bien, peut-être que dans l'évolution de l'analyse de la situation, on pourrait en arriver là. Je vais me retourner vers M. Diomaye Kodo. Oui, comment observez-vous ce phénomène? Je remercie le socio-anthropologue qui est sur le plateau. Vous reconnaissez que moi, je suis représentant d'un parti politique, c'est pas tellement mon domaine. Je réponds présent pour apporter un point de vue un peu périphérique ou transversal au point de vue du spécialiste socio-anthropologue qui est sur le plateau. Il a évoqué que le suicide, ça peut être considéré comme un acte de lâcheté par celui qui l'accomplit. Bien sûr, certaines sociétés considèrent que c'est de la lâcheté. Mais en réalité, si nous prenons globalement les statistiques, comme lui-même l'a dit, on remarque qu'il y a comme une prédisposition globale pour un certain nombre de morts par an, par suicide dans les pays. C'est les chiffres qui le montrent. Et si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres ici pour étayer un peu notre discussion. Vous prenez par exemple, et puis je vais d'abord, avant de donner ces chiffres, je vais dire une chose.
le suicide n'est pas lié à un pays qui est riche, développé, pauvre, malheureux ou quoi que ce soit. C'est une prédisposition. Et donc, j'ai réuni, par exemple, j'ai fait quelques groupes de pays ici pour étayer cet exemple-là. Vous prenez l'Ukraine, par exemple, et la Russie. Bon, on va prendre la Russie parce que beaucoup de gens connaissent la Russie. En 2016, c'est 31, le taux de suicide, c'est 31. Le taux de suicide, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on prend 100 000 habitants, c'est le nombre de personnes qui meurent sur 100 000 habitants par an. C'est ce qu'on définit par taux de suicide. Ce taux de suicide, en Russie, par exemple, en 2016, il était de 31 et là, présentement, avec les derniers chiffres, le plus récent, nous avons 25. Nous avons des pays comme la Jamaïque ou Sao Tomé, qui sont de tout petits pays, pas riches comme la Russie, qui sont, par exemple, Jamaïque est à 2,2 en 2016 et en 2019 est à 2,4. Sao Tomé, 2,3, 1,5. Il faut dire, vous voyez déjà, nous sommes dans des chiffres très bas concernant ces pays qui ne sont pas riches et qui ne sont pas industrialisés et développés, comme on peut le dire. Et nous avons un pays extrêmement industrialisé, une grande puissance, la Russie par exemple, qui a un taux de suicide très élevé. On va s'approcher un peu de nous et on va prendre le pays que nous avons souvent l'habitude de prendre en référence, la France. La France, en 2016, c'est 17,16. En 2019, ça s'est amélioré, 13,8. Le socio-anthropologue en a parlé. Quand on prend de grandes entreprises telles que la SNCF, le groupe Orange, moi je sais qu'il y a eu une période ici pour le groupe Orange, il a fallu que l'État intervienne pour dire allez faire quelque chose parce qu'il y a trop de gens qui meurent qui se suicident dans votre société et ils ont dû faire quelque chose, il y a eu de l'amélioration. Donc on peut prendre un certain nombre de pays comme ça, le Bénin par exemple, notre pays, c'est 9,9, à peu près 10 pour 120 000, disons, le taux c'est 10% en 2016. Aujourd'hui, nous avons amélioré ce taux-là, il est de 7,8. Alors comment vous pouvez expliquer ça lorsque nous faisons cette émission aujourd'hui et nous disons que nous sommes surpris par le taux de suicide dans notre pays. Alors qu'en réalité, les chiffres nous montrent qu'il y a un progrès de 2016 à 2019, qu'il y a eu du progrès. Bon, les causes du suicide sont, on va dire, diverses. Et moi, je vais dire, effectivement, il peut y avoir... Mais Monsieur Kolo, oui? Il faut préciser que 2020-2021, on n'a pas encore les chiffres et que les derniers événements qui ont été relatés sont revenus en abondance. Oui, je suis d'accord avec vous. Les derniers événements que... Oui, les derniers événements que nous avons... aussi qu'on a observé que les couches sont multiples, les couches qui ont présenté ce visage-là. On a eu des cas d'enseignants, des cas d'officiers et autres. Donc vous pouvez poursuivre. Oui. Pardon? Vous pouvez poursuivre. Donc c'est cette petite précision que je voulais apporter. Oui. C'est-à-dire, ce que nous observons aujourd'hui, ça va rentrer dans les prochaines statistiques. Voilà. Je veux simplement vous montrer par là que le phénomène change d'une année à une autre. Je vous donne encore un autre exemple. Vous prenez la Corée du Sud. En 2016, c'est 26,9. En 2019, écoutez bien, c'est 9,4. La Corée du Nord, là, ce n'est plus la Corée du Sud, la Corée du Nord, c'est 11,2 en 2016. Renversement complet de situation, c'est 28,6. Qu'est-ce qui explique? Quelque chose a été fait, oui. Qu'est-ce qui explique ces taux de suicide? Nous pouvons prendre le phénomène de façon ponctuelle ou de façon partielle et tirer des conclusions qui risquent d'être fausses. C'est très variable d'un pays à un autre. Ce que je veux dire simplement, avant de vous repasser la parole là-bas, on va prendre les pays qui sont dans notre environnement immédiat. C'est-à-dire, nous prenons le Togo. Pendant que nous, on était à 9,9, le Togo est à 9,6, le Nigeria 9,5, Côte d'Ivoire 14,5, Ghana 5,5.
Vous montez un peu, vous arrivez au Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie, Maroc, vous voyez les pays du Sahel. Vous avez Burkina Faso en 2016, je prends les statistiques de 2016, bon, parce que ceux de 2019, il va falloir voir encore ceux de 2020, ainsi de suite, pour être bien situés sur leur évolution. Burkina Faso, 7,7. Niger, 4,6. Mali, 4,8. Mauritanie, 4,4. Maroc, 2,9. On a tendance, c'est moi qui tire ces conclusions-là par rapport à mes observations sur ces statistiques. On a tendance à penser que est-ce que la religion influe sur le taux de suicide? Vous voyez, c'est des pays, ces pays que je viens de citer du Sahel sont majoritairement islamisés. Est-ce qu'on va prendre des pays qui sont chrétiens et faire l'analyse? La France est un pays extrêmement chrétien. Si vous voulez, on va parler de Norvège, par exemple. Si je retrouve Norvège, 12,2, Pays-Bas, 12,6. C'est des pays chrétiens qui sont des pays du Nord où comment on va dire, il y a beaucoup d'aide sociale. C'est-à-dire, c'est des pays où il y a un confort suffisant de vie. Mais le taux est quand même assez élevé à 12,6. Ils ont amélioré légèrement entre 2016 et 2019. Ils sont à 11,8. Donc, vous voyez des pays qui vivent dans de très grands conforts et des pays qui sont très pauvres, malheureux, ou je ne sais pas, on peut dire, qui ont des taux de suicide meilleurs que les pays où il y a de l'abondance, ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement varié. Et qu'est-ce qui fait la nuance, la différence, d'après vous? Pour ces taux-là? Oui. Vous avez parlé de la religion. Non, il y a un socio-anthropologue sur le plateau. Ah non, merci beaucoup. Je ne vais pas faire un métier qui n'est pas le mien. Oui. Monsieur Djomé Rakodo, merci beaucoup pour ces statistiques. J'imagine de la Banque mondiale, les dernières. C'est l'OMS. OK. Je vais retourner vers monsieur Gilbert Kouessi pour revenir au cas spécifique du Bénin. Le Bénin, disait le socio-anthropologue, est ce pays où les gens savent se remettre à la providence, en se disant, même si c'est compliqué, ça pourra aller. Que s'est-il passé entre-temps? Il a parlé de l'évolution de la société. On reste avec les données du socio-anthropologue. L'évolution de la société béninoise peut-elle expliquer ce à quoi on assiste aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est-à-dire que, bon, moi, je ne suis pas technicien. Oui. De l'affaire. Vous êtes invité parce que la gestion de la société, c'est aussi votre chose, les politiques. Invité, effectivement, parce que moi, je suis politique. Oui. Ce que vous avez dit, c'est qu'on observe une évolution qui fait qu'il y a beaucoup plus de suicides qu'avant. On s'interroge. Et la nuance aussi, ici, c'est qu'il y a toutes les couches qui sont concernées. Ce qui a commencé par inquiéter certains, le socio-anthropologue nous dira s'il faut s'inquiéter. C'est qu'aujourd'hui, le suicide va même au niveau du corps enseignant. Ceux qui sont appelés à forger la nation. C'est-à-dire quand l'homme, normalement, la vie, c'est un truc sacré, normalement. Vous ne vous levez pas pour dire, je vais me donner la mort. Je vais cesser de vivre. Parce que, bon, à part le cas de malades, il y a des gens qui sont malades et qui, effectivement, sont hantés par la mort, tout ça, et qui se suicident. Bon, ça, c'est d'autres cas. Mais l'homme normal, entre griffes, c'est-à-dire qui n'est pas malade et tout ça, qui dit « je mets fin à ma vie », ça veut dire que il n'arrive plus. Et non seulement il n'arrive plus aujourd'hui, mais il n'espère plus pour demain. Il n'arrive plus, il n'espère plus pour demain. Il n'arrive plus aujourd'hui et n'espère plus. C'est ça, et c'est cette évolution-là. Alors, quand on voit la situation comme ça, mais quelle est la situation aujourd'hui? Comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, vous avez vu comme ça, mais les gens voient que, quand vous prenez le truc des enseignants, je prends par exemple ce qu'on appelle les aspirants, là, qu'on a recrutés pour 9 mois. 9 mois, hein. Et on leur fait faire
20h, 26h, 30h par jour. Et non pas par jour, au niveau donc de leur collège. Là, des fois, on les fait déplacer de collège en collège. Mais ces aspirants-là, quand ils reviennent le soir, il y en a qui dorment sur les copies. Ils n'en peuvent plus. C'est des gens qui sont criblés de dettes. C'est des gens qui sont criblés de dettes. Et vous voyez, c'est le cas par exemple de beaucoup d'instituteurs, mais des policiers aussi, il faut voir leurs conditions de travail. Donc, les gens qui arrivent à se donner la mort, ils sont désespérés. Et l'évolution de la situation fait que de plus en plus, les gens n'espèrent plus. Et il faut voir la politique que ce gouvernement mène et voir que c'est la conséquence. J'ai parlé des aspirants, des jeunes qu'on prend, on les prend pour 9, on les paye 9 mois. Les 3 mois, quand ils sont en vacances, là, ils ne sont pas payés. Non seulement ça, mais pendant l'année, mais ils n'en peuvent plus. Monsieur Gilbert Kouassi, oui. Si c'est vrai que la situation des aspirants pose problème et qu'il faut revoir, il faut rappeler que le suicide dans le corps des enseignants, pour les données récentes que nous avons, montre qu'il n'y a pas que les aspirants. Celui qu'on a eu en 2020, qui a fait froid dans le dos, c'est pratiquement la quarantaine. Un enseignant régulièrement enregistré, ce que nous appelons un fonctionnaire d'État, on peut le dire, qui se donne la mort. Lui, il n'est pas un aspirant, il a les conditions. Mais comment ça s'explique? Il n'est pas un aspirant. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure des conditions que les gens vivent. Vous avez des gens, mais quand je dis il y a des gens qui sont criblés de dettes. Il faut aller voir les gens, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et quand ils voient qu'il n'y a plus de possibilités pour eux, ils se suicident. Je vais parler, par exemple, si vous prenez les gens que le pouvoir a décidé de radier, qui ont fait un concours illégal, là, que le pouvoir a organisé, 353 radiés. Mais demain, si vous apprenez que des gens se suicident parmi eux, c'est des gens, ils sont désespérés. Donc, il faut voir la politique globale que le gouvernement mène qui entraîne cette situation. C'est ça le problème. Parce qu'effectivement, il y a des pays, notre pays avant, parce que l'homme, ça dit quand vous avez faim, par exemple, dans les villages, oui. Vous allez chez quelqu'un qui est en train de manger, il dit, Wadounou. Oui. Ça n'existe plus. Viens manger. L'homme, quand il est confronté à une situation, c'est lui seul qui est là. Bon. Il n'y a plus de recours. Voilà ça. Est-ce que c'est la politique gouvernementale? Vous avez parlé là pratiquement d'une politique de solidarité ambiante. Je tape à la porte du voisin sans dire que je n'ai pas. Il m'invite forcément à manger. Justement. Mais là, le voisin qui se refuse de m'inviter à manger alors qu'il est venu à l'heure où il doit... je suis venu à l'heure où il doit manger, peut-être il cache son repas. Le gouvernement a quelque chose à voir avec ça? Justement, c'est-à-dire qu'il y a l'évolution de la société qui fait qu'effectivement, la société va vers l'individualisme. Parce qu'effectivement, le revenu que vous avez... Avant, par exemple, quand vous prenez les enfants au niveau d'un village, c'est les enfants de tout le monde. Vous voyez le petit enfant qui passe là, vous lui donnez à manger. Aujourd'hui, vous-même, vous devez envoyer votre enfant à l'école. Vous n'avez pas le droit de toucher à l'enfant de l'autre. Donc, le peu que vous avez, vous gardez ça pour envoyer vos enfants à l'école et tout ça. Et quand quelqu'un vient, mais que vous êtes en train de manger, vous ne pouvez pas, le peu que vous avez pour manger là, vous ne pouvez pas l'appeler. Donc, l'évolution fait effectivement que on quitte une société où tout le monde est ensemble à une société individualiste. Et c'est en cela que le gouvernement doit jouer son rôle. Lequel? Mais le fait qu'avec l'évolution de la société, il faut être effectivement les garde-fous sociaux pour prévenir de telles choses. Or, la politique du gouvernement, nous allons peut-être en arriver tout à l'heure, aggrave la situation. Avec, par exemple, les déguerpissements qu'on fait là. La bonne dame qui vend son pain sur la chaussée et qu'on décide de chasser de là. Et elle fait comment? Elle fait comment?
Puisque, voilà, on va en revenir là tout à l'heure. Parce qu'il faut bien se demander si la chaussée a son emplacement, n'est-ce pas, M. Gilbert Kouachi? Non, justement, on va en revenir parce que la chaussée a son emplacement. Mais quand vous le chassez de là, quelle alternative vous lui donnez? C'est ça. C'est ça le problème. C'est cette question, mais il y a un élément qui est revenu au niveau du socio-anthropologue, est revenu à votre niveau aussi. Vous avez parlé de l'évolution de la société béninoise. Et lui, il a sorti l'expression communautaire. Est-ce qu'on peut dire que la société béninoise qui croit perd de plus en plus cette valeur de vie communautaire? Le communautarisme a-t-il disparu ou bien disparaît progressivement? Ce sont les exigences de la nouvelle société, les exigences de la société vis-à-vis de chaque individu qui peuvent expliquer, au fait, c'est de cela qu'on parlait. Il parlait de la solidarité. Et c'est vrai que même dans les facultés en Europe, il y a eu cette querelle chez les socio-anthropologues. On nous disait que la société africaine, la solidarité africaine, est aussi une autre forme d'exclusion. Ça a été un débat mené parce qu'on estime que la solidarité africaine se limite au niveau de la famille, mon frère, mon cousin, mon bref, et que le système social là-bas ne connaît ni frère ni souci. L'État met en place un système social qui permet de venir en aide à chaque individu, quels que soient ses parents, et que donc c'est un débat entre les scientifiques. Ça c'est en Europe. Voilà. En Europe et en Afrique, ça dit que notre solidarité par rapport à la solidarité. Moi, je voulais parler de notre solidarité. Oui. Quand vous arrivez à Cotonou, vous voyez plein de gens qui dorment au dehors, quand vous arrivez à Cotonou. Mais quand vous arrivez chez moi, il y a presque personne qui dort au dehors. Dans mon village, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que tu peux habiter la maison de ton oncle, tu peux habiter la maison de ton cousin, et on ne peut pas concevoir que tu puisses dormir au dehors. La société ne la permet pas encore. Or, c'est un milieu où le contrôle social est encore à l'état presque pur. Le contrôle social au village est encore pur. Mais le contrôle social à Cotonou, elle est désagrégée. Qui contrôle qui est à Cotonou? Donc, vous voyez, en quittant le village, juste au Bénin, on est au Bénin. Oui. En quittant du village à Cotonou, les conditions ne sont plus les mêmes. Les choses ont changé. À Cotonou, c'est chacun s'en va. Chacun se cherche du moins. Et à partir du moment que chacun se cherche, ton problème n'est pas mon problème. Moi, je ne veux pas participer à ton problème. Alors, ça fait que lorsque l'individu se retrouve seul, face à ces problèmes et à ces difficultés et se dit qu'il n'y a personne pour m'aider et je n'ai pas d'avenir, l'individu peut être tenté aux actions sociales. Mais il est connu que le suicide est souvent plus élevé dans le milieu des malades mentaux, par exemple. Dans le milieu des malades mentaux, on dit que le suicide... J'ai vu un jour dans un reportage, un monsieur qui s'est mis sur le pont qui veut se jeter dans le vide. Et donc, on a amené des négociateurs, on a amené la police et tout ça pour essayer de négocier avec lui. On lui parlait, il dit oui, non, je n'en peux plus. Et à force d'essayer de le convaincre, il s'est jeté dans le vide quand même. Vous voyez dans quelle situation de désespoir peut trouver cela. Et donc, ça, vous avez parlé de malade mental. Alors, comme je le disais, restons factuels. Non, je ne parlais pas. Celui-là n'est pas un malade mental, okay. Mais c'est un gars bien. Mais face à ces problèmes, il a trouvé que la solution qu'il faut donner, c'est se donner la mort. C'est se donner la mort. Et dans d'autres pays, même dans des cités africaines, si on est convaincu que vous avez fait cette bêtise-là, que vous êtes donné la mort, on va vous enterrer très légèrement. Voilà. Sans même faire les cérémonies qu'il faut. Parce que ce n'est pas permis chez nous. Je viens. On va y arriver. Vous savez, j'ai suivi tout à l'heure, quand j'étais seul ici, je réfléchissais pour dire, voyez, vous amenez à mener un débat scientifique qui a des portées sociologiques. Mais vous avez du temps pour analyser ça. C'est pour ça que je ne m'étais pas permis de chercher les chiffres comme M. Kodo l'a fait. Vous avez vu quand il voulait donner les chiffres, vous avez vu le temps que ça a pris. Seulement, je prends deux chiffres. Pour montrer que la tendance, je vous vois venir quand vous avez amené le débat. C'est pour dire, est-ce que le Bénin n'est plus en plus difficile. Et là, ça fait appel à la gestion de l'homme politique. Est-ce que ce n'est pas la gestion de la société? Avant de l'homme politique, pour faire factuel, cette émission, comme je dis, chaque émission se veut une contribution. Oui. Alors, la société béninoise aujourd'hui, oui, où l'on voit, on prend un cliché qui choque certains. Oui. Pour les éléments que nous recueillons, peut-être le socio-anthropologue ne sera pas choqué. Mais lorsqu'on arrive à voir des enseignants qui se donnent la mort... C'est le statisticien qui n'est pas choqué parce qu'il fait le pourcentage. Le sociologue dit qu'un individu qui disparaît dans une famille, ça fait qu'une famille est touchée. Donc à partir de ce moment-là, même si c'est 1%, les 1% sortent d'une famille et donc ces familles-là sont touchées. Donc ce n'est pas la vision des sociologues. Sinon ils vont dire que j'ai raté la mission. Comment peut-on expliquer que le phénomène aujourd'hui, on arrive à toucher des couches telles
des enseignants vitrine de la nation. Peut-on banaliser ou il faut prendre ça au sérieux? Je vous ai dit quelque chose au départ. Je vous ai dit qu'en Europe, on avait trouvé que le suicide était plus important dans les classes élevées. Les hauts cadres des entreprises qui estimaient qu'on leur en demandait trop. On leur en demandait trop, et comme ils n'en peuvent plus, ils peuvent se donner la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, quand vous tournez, vous venez dans la basse classe, où le suicide est dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans toutes les catégories sociales, Et donc, qu'on en trouve un seul enseignant, votre idée, c'est de dire, mais l'enseignant, il a son boulot, il a tout. Non, c'est au-delà de ça, monsieur socio-anthropologue. L'enseignant reste la vitrine de toute nation. Oui. Et d'ailleurs, récemment, le chef de l'État dira récemment, pour asseoir les bases du développement du Bénin, il nous faudra passer par l'éducation et la formation. Absolument. Alors quand l'éducateur, un beau matin, on fait schématique, comme je le dis une fois encore, qu'apportons-nous de plus à la nation? Quand l'apprenant vient en classe, on lui dit, l'enseignant n'est pas là, le professeur n'est pas là, que s'est-il passé? Il s'est suicidé. Oui. Et les types de suicides que nous avons aujourd'hui, c'est pas pendaison. Un homme que vous voyez là vit dans plusieurs contingences. Je vous donne juste un exemple. Un enseignant qui revient à la maison et qui se trouve avec 1000 copies. 1000 copies à corriger. Il peut regarder et dire, mais c'est pas possible. Comment je vais m'en sortir? S'il n'est pas mentalement fort, c'est pourquoi on en parlait des malades mentaux. S'il est fragile, si vous ne savez pas faire rien que pour ça... Il devient malade mental en ce moment-là? Il est surmené. Et donc, en ce moment-là, s'il n'est pas solide, il peut rien que pour ça se donner la mort. Et pourquoi je vous disais, dans d'autres pays, j'ai vu des enfants, parce qu'on l'a giflé, parce que son papa l'a giflé à la maison, il s'est fâché, et quand il est rentré dans le métro, il s'est jeté sous le métro. Cet exemple, par exemple, n'est pas béninois. Non, c'est pour vous dire, le mobile qui peut amener un être humain à se suicider, ce mobile-là est variable. Dans toute société, ce qui peut vous arriver, vous, et vous allez supporter, ça peut arriver à monsieur chose-là, et il va décider de se suicider. C'est pourquoi l'éducation sociale, c'est de montrer à l'individu que tu es un individu, c'est vrai, tu es seul, tu as ta vie. Dans une certaine liberté peut t'apporter, mais ta vie appartient aussi à la société. Et par conséquent, tu n'as pas le droit de la supprimer comme tu veux. C'est cette éducation qu'on a donnée. On a laissé personne seul face à son problème dans nos sociétés. Dans les sociétés individualisées, du moins, c'est vite arrivé. C'est comme si on va chercher le phénomène pour voir, est-ce qu'à Cotonou, c'est pas plus élevé que chez moi au village? Et si on arrivait à démontrer ça, les scientifiques ont du travail à faire. Si on arrivait à démontrer ça, on peut dire, alors, la vie à Cotonou est une ville qui fragilise très vite l'homme, l'individu, et il peut se livrer à ça. Par contre, si on se met à dire, ça devient un phénomène préoccupant au Bénin. Je prends les statistiques de M. Kodo. J'ai vu qu'en 2019, Afrique du Sud, toujours pour 100 000 habitants, était à 23%. 23%, tandis que le Bénin était à 7%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas particularité à un pays. C'est vrai que M. Kodo a fait tout à l'heure l'extrapolation pour dire, quand je vais dans les pays sahéliens, c'est pas vite arrivé. Vous savez, c'est des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, dans des conditions climatiques très difficiles. Je vous demanderai à nos socio-anthropologues ce qu'on observe aujourd'hui. Doit-on s'en inquiéter? Ou considérer que c'est un fait normal et continuer son chemin? Non, c'est vrai que c'est un fait de société, d'accord, le suicide. Maintenant, ce sont seulement les statistiques. Les statistiques, c'est là où les statistiques viennent aider le sociologue. Ce sont les statistiques qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'en 2020, il y a eu plus de personnes qui se sont suicidées au Bénin que 2019, en ce moment-là. Le scientifique réfléchit. Vous avez des données avec l'INSAE? Pas encore. Donc, il va falloir faire du travail. Mais en attendant, on fait comment? En attendant, ce que nous devons dire à l'homme, c'est que, comme l'autre le dit, la vie est un combat. On reviendra à ces implications. Pour rien au monde, parce que lorsque vous vous suicidez, vous laissez le reste du travail à ceux que vous pensez qu'ils n'étaient pas autour de vous. Permettez très rapidement, on va se retourner vers M. Kodo. Le cas de suicide dans le rang d'enseignants, enseignants avec tout ce que ça comporte comme modèle, comme charge dans la société. Faut-il considérer ça comme la normalité parce qu'étant humains eux aussi, ou il faut s'y attarder? Je vous ai dit tout à l'heure que les spécialistes
du suicide Code du Kim, Anago nous l'a cité tout à l'heure, c'est des prédispositions. Et ces prédispositions-là, ça existe dans toutes les nations, quel que soit leur niveau de fortune, niveau d'éducation, niveau de prise de conscience, système social, tout ce que vous voulez. Il y a une prédisposition. Maintenant, il n'est pas dit que parce qu'il y a ce potentiel d'hommes disposés ou disponibles à se suicider, qu'ils vont effectivement passer à l'acte. Il faut, comme dans un incendie par exemple, il faut un effet déclencheur de ce phénomène-là. C'est pour ça que, effectivement, les pouvoirs publics, nous, les hommes politiques, comme Monsieur Gilbert sur le plateau, doivent observer la société et prévenir un certain nombre de choses. Le suicide, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui et qui attire votre attention pour organiser cette émission-là, peut être simplement un effet de miroir grossissant sous, comment je vais dire, la profusion d'informations nous provenant des réseaux sociaux. Il y a 60 ans en arrière, il y a 40 ans, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des gens qui se suicidaient un peu partout dans le Bénin pour X raisons, mais on n'était pas au courant. Kodo, pour ce que l'histoire nous renseigne, Monsieur Kodo, un individu meurt quelque part, on sera au courant à cause des réseaux sociaux. Monsieur Kodo, vous nous recevez? Monsieur Kodo, vous nous recevez? Il paraît que dans cette société africaine, béninoise en l'occurrence, à vous de nous démentir, hier, votre problème n'est pas que votre problème. Et impossible pour vous d'aller passer à cet acte-là. On chicotait même les cadavres de ceux qui posaient l'acte. C'est vrai? Oui, notre société connaissait ça parce qu'il y a une certaine solidarité. Et pour que quelqu'un se suicide chez nous, dans le passé, c'est souvent parce que cette personne-là a mangé la honte, comme on dit chez nous. La personne a mangé la honte. La personne est excommuniée. On l'a isolée de sa société. Donc, la personne se fragilise psychologiquement. Vous savez, le suicide, moi, je pense que ça peut venir de la dissonance psychologique. C'est-à-dire, votre vie est fondée sur quelque chose, vous croyez à quelque chose, et ce truc-là, ça peut être votre travail. Ça peut être votre milieu familial, ça peut être votre milieu conjugal, ça peut être plein de choses qui s'effondrent. Et donc, il y a une dissonance psychologique qui s'installe en vous. Monsieur Anagoun pourra mieux l'expliquer que moi. Et là, vous décidez, vous ne savez même pas quand est-ce que vous passez au suicide. Mais ça peut être aussi par des pressions sociales et psychologiques. Par exemple, dans des entreprises, on met de la pression sur des cadres, où on met la pression sur des employés, ainsi de suite. Vous avez parlé du cas des enseignants. Je connais très bien le travail des enseignants au Bénin. Vous avez une jeune fille de 22, 23 ans qui sort pour être institutrice et elle a 80 gamins devant elle. Elle-même, elle n'a même pas encore suffisamment grandi et elle va encadrer 80. Elle va corriger des copies, elle va se lever pour aller à je ne sais pas combien de kilomètres pour donner des cours à des enfants qui chiaillent de tous les côtés, ainsi de suite, sans parler de la pression que ses supérieurs mettent sur elle ou sur lui. Vous voyez? Donc, tout ça là peut amener des gens, je ne parle pas du salaire pour le moment, hein, sinon vous allez dire qu'on veut attaquer le gouvernement. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour attaquer le gouvernement parce que nous parlons d'un problème suffisamment sérieux, c'est-à-dire le suicide. Quand une personne meurt dans une famille, ce n'est réellement plus les statistiques, c'est une personne qui est morte. Sinon, le Bénin a progressé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le Bénin a progressé de 2016 à 2019. Peut-être que quand on va voir les statistiques en 2021 de 2020, on va voir que le Bénin a encore progressé. Est-ce que c'est un miroir grossissant de ce qui se passe que vous voyez et qui attire votre attention? Ce que je veux dire par contre, c'est vrai, il faut, comme Gilbert Kossi est en train de le dire, si les individus n'ont pas d'espérance, et là nous venons à notre responsabilité en tant que politique. Nous devons donner de l'espérance à nos peuples.
lorsque nous n'avons pas d'espérance à donner à nos peuples, et que nous mentons continuellement à nos peuples, à nos populations, comme fait le gouvernement, nous pouvons aller allumer les étincelles qui enclenchent le potentiel de gens qui vont se suicider. Lorsque vous allez casser les maisons au bord de la voie, sans prévoir ce que vous devez faire, vous pouvez allumer, déclencher le feu qui fait que des individus fragiles psychologiquement ou déjà en voie donc de dissonance psychologique vont aller se suicider brusquement. Même si ça n'augmente pas le taux et que globalement nous allons voir une amélioration d'une année à une autre, cela n'empêche qu'il peut y avoir des poches qui vont faire exploser le taux de suicide localement ou périodiquement ou de façon conjoncturelle. Merci, monsieur. Et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. La solidarité africaine face au système social bienveillant des pays européens ne tient pas le coup face au suicide. Si nous prenons aujourd'hui notre pays, le président de la République, c'est lui-même qui a banalisé sur le cas, le diamant. Prenons ce cas-là, le diamant, c'est-à-dire le phénomène de corruption et de détournement dans notre pays. On reviendra là-dessus, vous permettez? C'est un gros dossier, j'imagine, on n'aura pas le temps. On va couper les éboupiers des téléspectateurs. Mais ce phénomène-là crée aussi, ce phénomène-là crée au niveau des cadres, ça peut créer des problèmes de suicide. Vous avez peur du déclassement social. Vous étiez ministre, vous avez bien détourné. Dans votre village, là, c'est vous qui donnez à manger à tout le monde. Bon, je ne vais pas répéter les phrases du président de la République. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de ministre qui se ça n'existe plus. Ouais, monsieur Kodo. Et que vous ne pouvez plus aller donner l'argent à l'enseignant. Vous ne pouvez plus détourner, donner l'argent à l'enseignant. Et qu'est-ce qui va se passer? Merci, on y revient. Oui, monsieur Gilbert Kouassi, c'est trop sérieux quand même. Un individu qui part, c'est toujours un loup fardeau, une énorme perte pour toute la communauté. On fait comment face au phénomène dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'on peut faire en urgence pour peut-être décourager la pratique et montrer aux gens que ce n'est pas forcément la voie? Oui, c'est pourquoi moi je disais tout à l'heure, honnêtement, moi je ne suis pas dans les statistiques, techniciens, tout ça là. Vous êtes moi je vois le phénomène social. C'est ça. Parce qu'il y a ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, mais il y a ce qu'on n'apprend pas. C'est vrai. Ah mais oui, parce que tout n'est pas communiqué. Tout n'est pas communiqué parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un phénomène honteux. Avant, les suicidés ne sont pas enterrés comme les autres. Il y a des endroits chez nous où on les enterre avec les gens qui ont la variole et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Que le gouvernement ne doit pas continuer à déstabiliser la société par des mesures inhumaines. Je prends le cas de Cotonou. Je ne sais pas, le malheur qui est arrivé à Cotonou, où le président Talon ne trouve que des préfets bizarres à mettre à la tête de la ville. On a eu Toboula, maintenant on a eu Orunla. Voilà un monsieur, tous les jours il prend des arrêtés. C'est-à-dire c'est comme un enfant à qui on a donné un jouet là qui s'amuse avec. Il prend des arrêtés les unes plus saugrenues que les autres. Je dis ceci. Les déguerpissements là. C'est-à-dire que quand vous voyez, moi un jour j'ai assisté, c'est comme si des robots s'attaquaient à d'autres robots. C'est des hommes. On vient, la pauvre dame là, la pauvre dame qui vend du pain là, on tape dans ces trucs. On jette le pain, des trucs comme ça. Maintenant, vous ne pensez pas que c'est du zèle? L'autorité n'a certainement pas demandé ça. Qu'on tape du pied dans... ça, c'est pas une seule fois. Donc ça veut dire que normalement, le préfet qui dit d'aller faire ça, il a des rapports sur ça. La fois passée, il a pris, hier ou avant-hier, il dit ne garez pas les voitures sur la chaussée. On va les garer sur les toits. Non, mais parce que... Est-ce qu'il y a des parkings ici où on peut garer les voitures? Il n'y a pas. La fois passée, il dit le passager doit porter un casque. Sinon, il s'en prend aux émigrants. Il n'y a pas de service public, de transport pour les gens. Ils vont faire comment? Donc, c'est ça que les émigrants vont avoir 2 casques avec lui. Il y a le Covid là, donc un passager descend, on passe à l'autre. Ça, c'est des trucs bizarres, ils parlent pour parler, quoi. Alors, donc, tout ça déstabilise la société. Ok. Les gens deviennent fous. Les gens ne savent plus comment faire.
face à des mesures bizarres comme ça. Donc le pouvoir public a une responsabilité. Bien sûr. Même chaque famille. Que direz-vous à chaque famille en termes de responsabilité, pour conclure? Mais chaque famille essaie de faire ce qu'elle peut. Or, effectivement, avec le développement, on assiste à l'éclatement de la famille. En tout cas, c'est un dossier, comme vous l'avez constaté chez téléspectateurs, qui en lui seul, en lui-même, ne suffit pas à être débattu en un plateau. Nous allons nous organiser avec nos invités pour qu'on puisse se revoir et approfondir le débat. Merci pour votre disponibilité, chers invités, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été et des nôtres. À très bientôt.